Polysécure, épisode sur l'actualité du 15 mars, enregistré le 16 mars, manqué de temps. Formation très intense la semaine dernière et ça a un peu comme bousculé le temps que j'avais disponible. Puis, bon, recommencer à travailler, c'est difficile de trouver un moment pour lire et consolider mes idées pour faire le podcast. Donc, désolé encore une fois pour ce retard. J'en accumule plusieurs ces temps-ci, j'espère que ça va se calmer. Mais dans les prochaines semaines, je suis en énorme déplacement, donc ça va être peut-être aussi compliqué. On verra, on va voir comment je vais être capable de gérer ma vie pour être capable de livrer ça dans un délai plus raisonnable par rapport à ça. J'aime l'ESPOC, puis justement, ça fait partie de tous les voyages. 31 mars au 2 avril, Incyber en Europe. Si vous voulez prendre un verre, une pinte, un café, lever la main. J'ai déjà des gens qui ont levé la main. Fait que les espaces, ça fait drôle à dire, les espaces sont en train de se remplir. Fait que si j'aurai le temps de voir le plus de monde possible, donc lever la main si sinon ben, je vais me promener un peu. 14 au 17 avril, BotConf, qui est 2 semaines après. Fait que je vais poursuivre mon périple en Europe, en France, et je vais aller au BotConf. Première pour moi, j'ai hâte de voir, c'est ça, j'ai vu le line-up, ça va être en tout cas super chouette, je vais apprendre probablement beaucoup de choses. J'ai très hâte de voir cet événement-là. 20-22 avril, ITSEC à Saint-Hyacinthe, code rabais dans les show notes si vous voulez avoir un 15% de rabais sur ça, et venir me voir jaser la première fois dans cet événement-là, j'ai hâte de voir ce que c'est. Le sujet est en train de se concevoir, va être affiché bientôt, donc quand il va être affiché officiellement, je vous en parlerai davantage. 28 et 29 avril, CyberEcho. Je vais aller enregistrer le podcast, ça va être super chouette encore, en espérant de ne pas être dans le Sonocast comme l'an dernier. 9 au 17 mai, le NordSec, plusieurs éléments par rapport à mon implication, notamment le panel, notamment des enregistrements individuels. Également, si vous voulez prendre un verre, un café, jaser ou enregistrer, lever la main, ça va être super le fun, j'ai très hâte. On a eu plusieurs enregistrements ad hoc l'an dernier, fait que j'espère en avoir encore cette année. C'est très chouette, cette découverte-là. De nouvelles personnes, de personnes que je connais peu dans le domaine, donc de me permettre d'étendre mes connaissances et de savoir tout ce qui se passe dans le domaine. Je trouve ça super chouette. 3 au 5 juin, le Styx, j'espère ne pas rater les inscriptions, je suis très à l'affût. Pignez-moi si vous voyez ça passer avant moi. 19 septembre, Bissade de Montréal, même chose, événements très communautaires, j'adore ça, c'est ce vibe-là, j'aime ça, puis c'est un peu ce vibe-là que j'essaie de recréer dans le Sécure. D'ailleurs, je suis un peu inspiré par ce bel événement-là. Je vais y participer, encore des podcasts, encore des conversations. Ça va être très chouette. 1er au 3 décembre, Incyber cette année à Ottawa. Je commence à avoir des discussions. J'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir matérialiser avec eux, mais ça va être super chouette. Et 24 au 25 février 2027, le Sécure revient. Encore à la nef l'année prochaine. Nous avons beaucoup aimé. On va continuer à faire grandir la formule, comment on l'a développée, comment on l'a transformée dans les dernières années. Fait que j'ai très hâte de continuer cette évolution-là avec vous, puis de continuer à maintenir ce dialogue-là communautaire qu'on est capable d'avoir dans la communauté. Fait que je trouve ça très chouette. Commençons avec les nouvelles. Intelligence artificielle, en tout cas, il y en a encore beaucoup cette semaine. Peut-être toujours trop, finalement, dans l'absolu. Le premier bloc, c'est Amazon What the fuck. Il y a eu l'autre semaine, j'avais mentionné que Amazon avait connu un problème avec ces pipelines d'intelligence artificielle, ça avait été démenti, tout ça. Et avec le temps, c'est en train de se préciser. Essentiellement, il semblerait que il y aurait eu une mise en production trop rapide de code qui aurait mis les systèmes à terre, qui aurait effacé, en tout cas, bref, qui aurait créé un problème. Ce qui a amené au fait que Amazon maintenant place dans sa séquence d'approbation des mesures où les programmeurs seniors devront valider le code des juniors et devront vérifier un paquet de choses. Fait qu'il y a un peu de dissonance au sens où ils disent non, tout est beau, il n'y a pas eu de problème, mais de l'autre côté, oui, il y a eu des problèmes. Ça va demander une réflexion sur cet exemple-là, puis là, c'est pas pour nécessairement pointer Amazon, mais c'est l'élément le plus visible du problème. C'est que c'est des questions à se poser où on met l'intelligence artificielle dans nos organisations. Qu'est-ce qu'on fait avec? Jusqu'à quel point on peut laisser l'intelligence artificielle sans supervision et laisser les choses se faire par des juniors au lieu d'avoir des seniors. Donc, il y a beaucoup de réflexions à avoir. Buvez pas le Kool-Aid parce qu'il n'est pas toujours très bon, mais il y a des éléments positifs à en tirer, mais tirer les bons enseignements qui vont vous servir et justement qu'on va pouvoir grandir positivement avec l'intelligence artificielle et non se créer plus de problèmes que d'en régler.
ce qui étant l'objectif dans ce cas-ci. Autre sous-section pour la nation, c'est deux articles très intéressants. Le premier étant sur le fait que les compagnies d'AI, notamment américaines, s'inquiètent beaucoup de la nationalisation de l'intelligence artificielle. Avec raison, parce que puis j'ai eu d'autres articles que je n'ai pas mis en référence, parce que là, il y avait vraiment trop d'articles cette semaine. J'ai vraiment trop excité, formation, machin, fait que j'ai pas été capable de garder le focus. Mais ceci étant, c'est un peu comme l'arme nucléaire, notamment dans l'autre article que j'avais lu, que je n'ai pas mis en référence là. C'est des notions que le gouvernement va agir. Anthropique peut bien avoir l'air d'un chevalier blanc comme ça, mais dans les faits, si le gouvernement veut vraiment poser action et limiter ou anéantir ce genre d'initiative-là ou de choses-là, ça va avoir des effets. Fait que ça va te regarder comment ça va se matérialiser. C'est sûr que l'intelligence artificielle n'est pas comme l'arme nucléaire. Je n'ai pas d'intérêt individuel ou corporatif à avoir ça chez moi. Par ailleurs, l'intelligence artificielle, là, donc ça a d'autres capacités, d'autres conséquences, d'autres effets. Donc, ça sera surveillé parce que ça va beaucoup bousculer le marché de l'intelligence artificielle forcée. Puis, ça l'amène au point suivant, c'est-à-dire que la nationalisation, pas la nationalisation, mais le Canada devrait avoir son propre intelligence artificielle publique. La Suisse en a sorti un. La France, à travers Mistral, pourrait qualifier, mais tant qu'à moi, c'est pas tout à fait vrai parce que Mistral demeure une compagnie privée avec des capitaux pas nécessairement tous français à l'occurrence, donc il y a quand même des défis de ce côté-là, mais c'est déjà quand même mieux. Le Canada a mis sur la table 2 milliards de dollars, donc cet argent-là pourrait servir à alimenter ça. Il y a certains aspects où les compagnies comme OpenAI ont des initiatives pour avoir des versions nationales, mais il demeure qu'ils sont contraints par les lois américaines quand même. Donc, il va y avoir peut-être une réflexion. Puis, s'ils veulent tirer une partie de l'argent, parce que c'est un peu ça l'objectif en l'occurrence, d'avoir de l'argent, puis de faire des profits sur cette situation-là, bien, il y aurait des réflexions à avoir, mais on a une capacité, on a beaucoup de capacité au Canada d'ailleurs, on a beaucoup de... les penseurs en AI sont beaucoup à Montréal notamment. Donc, si on pouvait avoir quelque chose, un peu d'injection d'argent, peut-être un AI public comme il y a en Suisse, ou des AI qui sont peut-être moins ambitieux que les AI des grandes corporations, les modèles frontières, on pourrait dire, ou des modèles plus comme la Suisse, des modèles utilitaires, c'est-à-dire qui ont une fonction sans être immense et beaucoup moins coûteux à entraîner. À mettre choses. Donc, il y a une réflexion à avoir. L'article est très intéressant. A été publié par Schneier, mais a été écrit pour le Global Mail au Canada à ce moment-là. Comment Krebs a sorti un article très intéressant, comment l'intelligence artificielle change la donne. Puis il y a plusieurs articles qui reviennent, qui recoupent un peu le sujet. Puis lui, je pense qu'il a fait le plus grand résumé de ce qui se passe, c'est le fait que la capacité de l'intelligence artificielle change la donne en cybersécurité parce que ça change la façon que les attaquants utilisent les outils, comment ceux-ci vont avancer, comment élaborer les nouvelles stratégies, les capacités. On le voit, puis je prends que je vais devancer des articles, que l'intelligence artificielle est capable de casser et cette capacité-là, puis je l'avais mentionné la semaine dernière, de trouver les petits bouts qui traînent et de réussir à en tirer quelque chose de par son entêtement et sa capacité itérative à faire des tâches qui sont très plates pour l'humain. Mais en même temps, ça demeure qu'on est dans un univers où le hacking de façon classique, comme on l'idéalisait dans les années 80-90, un peu comme le film Hackers, par exemple, où on voit cette espèce de gang d'adolescents un peu rebelles qui explorent les systèmes et qui comprennent la façon que les systèmes fonctionnent par la capacité d'imager ou de visualiser ou par abstraction d'avancer ce genre de choses-là. Donc, l'AI est très bon pour force brute pour réussir à faire la même chose, donc en beaucoup moins de temps, il y a une capacité d'attention qu'on est capable de pousser sur des logiciels spécifiques. Donc, ça change beaucoup le paradigme. Il va falloir que les défenseurs le changent aussi, ce paradigme-là. Je ne suis pas sûr qu'on est encore tout à fait là, à part d'avoir dire qu'on a du AI partout et qu'on s'excite avec ça. Je pense qu'on revient au fondamental. Puis là, je ne me rappelle plus en quelle année il l'a dit, mais le VP chez Microsoft, que aussi longtemps que les défenseurs vont penser en checklist, les attaquants vont avoir un avantage parce que ceux-ci pensent en graphe. Fait qu'on est au même niveau de changement de paradigme qu'il faut avoir. Fait que je pense que
il faut pivoter. Je le vois pas tant que ça. Je vois quelques initiatives un peu disjointes. Puis derrière, je vais avoir des podcasts avec des sujets de cette nature-là qui vont venir couvrir certains aspects que je trouve qui sont manquants à l'heure actuelle en intelligence artificielle. J'ai des personnes qui vont... bref, j'invente un peu mes sujets qui s'en viennent, mais j'ai très hâte parce qu'on va être capable d'aborder des situations qui vont faire évoluer les moyens qu'on a à notre disposition comme défenseurs pour se protéger contre ce qui va se passer avec les AI, mais bref, il faut le changer. La nouvelle suivante, qui est un peu dans cette continuité-là, puis celle-là, elle aborde plus le fait qui est largement décrit à l'heure actuelle que les développeurs juniors, comme on peut le vu dans le problème avec AWS, n'ont pas d'expérience, n'ont pas de capacité et ont tout brisé. En l'occurrence, la réponse, c'est non. Puis cet article est très intéressant parce qu'il ramène ou nous rappelle, parce que j'ai été parent, fait que beaucoup de ces notions-là que dans la façon que j'ai amené mes enfants à devenir des adultes, que je les ai renseigné la façon d'aborder, de développer, de conceptualiser, de voir le monde, de comment réussir à résoudre les problèmes et comment affronter l'adversité et de toujours pousser mes enfants dans une zone un peu plus complexe. Donc, c'est un peu ça que l'article dit au sens large et de tout ça d'apprendre et que le AI n'est pas une fatalité en soi et que c'est juste qu'on change un peu encore, comme je mentionnais dans l'article précédent. On change de terrain de jeu, il faut juste changer les règles pour toujours donner l'espace à ce qu'en anglais ils disent les engineers, puissent explorer, puissent grandir, puissent améliorer leurs compétences, donc de continuer à leur permettre d'évoluer comme ce qu'on devait faire à une autre époque, qu'on n'avait pas Google pour se dépanner, qu'on devait méditer longtemps sur trouver le problème, de conceptualiser, de le visualiser dans notre tête et d'y arriver à une solution. Donc, bref, juste de faire évoluer ces stratégies-là avec l'intelligence artificielle, puis c'est très intéressant, la conclusion mentionne ça, mais vous verrez dans l'ensemble de l'article, c'est vraiment très chouette la façon qu'il l'aborde. Et pour moi, je n'ai pas été surpris, mais je n'avais pas vu dans le milieu du travail, j'avais vu dans mon milieu de parents comment appliquer ça, comment permettre à mes enfants, mais comment permettre justement aux juniors, au bureau de faire la même chose. C'est très, très essentiel. Quand je parlais de AI qui attaque, McKinsey s'est fait attaquer par un AI, par une firme de pentest qui utilise du AI. C'est très intéressant parce que, puis on avait parlé au Secure d'ailleurs, l'usage de ça. Dans ce cas-ci, ça a été semi-dangereux parce que le AI a attaqué un autre AI pour contourner les règles. Et c'est cette façon-là que le AI voit tout dans l'organisation, ce qu'un humain ne voit pas tout. Et ce qui lui permet d'attaquer les systèmes de façon, ce qu'on pourrait avoir perçu comme étant innovant, qui n'est pas tant innovant que ça dans les faits, parce qu'il fait juste se regarder et trouver les imperfections. Et comme il y a beaucoup de temps et beaucoup de capacité à regarder de façon très, très pointue et très globale et précise les choses en même temps, là, dans l'ensemble, peut trouver facilement des points de faiblesse qu'on n'aurait pas vu ou qui nous auraient pris énormément de temps parce que l'attention humaine est quand même limitée. Le AI n'a pas de problème d'attention, il y a juste un problème de compute, parce que si il a la capacité de le faire. Donc, bref, ça nous amène dans cette zone-là. Fait que c'est très intéressant de voir comment ces jeux-là se font. Et donc, il va falloir, comme j'ai mentionné, changer le paradigme de défense parce que la façon qu'on le faisait avant n'est plus bonne parce qu'avant, on se défendait contre des humains. Là, on se défend contre des machines. C'est pas les mêmes paradigmes d'attaque, c'est pas les mêmes paradigmes de défense. Donc, on va devoir faire un petit effort et changer ça. Et servir dans la tête et d'avancer un peu parce que je pense que sinon tout va s'écrouler d'un coup sec si on ne fait pas attention avec ça. Autant on va se faire pénaliser, mais bref, je ne veux pas inventer tout ce que je vous dis. Le USDA utilise Palantir pour faire de l'allocation d'espace dans les bureaux par le mandat de retour au travail. Cet article-là est particulièrement comique parce qu'il met en lumière un problème d'approvisionnement dans les organismes publics. Et essentiellement, la justification d'utiliser Palantir, au lieu d'utiliser un autre logiciel ou service spécialisé pour l'allocation d'espace, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont spécialisés là-dedans. Ils ont utilisé Palantir, donc ça serait d'utiliser un rocket pour tuer une mouche. C'est assez particulier et à quel point le narratif permet de justifier l'élément comme ça. Excusez. Mais essentiellement, ce qui est mis en trame de fond, puis ce qui est certaines personnes analysent, c'est que probablement que Palantir est utilisé dans ce cas-ci pour analyser le comportement des employés, donc de contrôler des employés plus que faire de l'allocation d'espace ou l'allocation de bureau. Donc, ça serait à voir. Puis c'est un peu une invasion à la vie privée. Je l'ai mis en AI parce que Palantir, mais peut-être qu'éventuellement, je vais arrêter de faire le AI comme étant une catégorie. Je vais peut-être ramener dans les autres choses, mais pour l'instant, le AI, pour moi, est espèce de
pôle d'attraction le étrange qui amène le plus d'articles, même si ça toucherait d'autres sujets. Meta a acquis Moldbook. C'est un élément intéressant à savoir. Ils ont embauché, il semblerait, les 2 fondateurs de Moldbook. Et beaucoup de commentateurs s'interrogent sur la pertinence de cette acquisition-là. Surtout que Moldbook est comme essentiellement une poubelle. J'ai plein d'autres articles que je n'ai pas mis parce que l'intérêt était moyen, en tout cas à mes yeux, était moyen. Mais à quel point il y a des problèmes de sécurité. Il y a plein d'autres problèmes dans cet environnement-là. C'est étrange. Ça fait fuiter énormément de renseignements personnels parce que les agents n'ont aucune notion de ça. Fait qu'ils vont partager des informations sur leurs propriétaires qui, normalement, c'est de l'information privée ou l'information est protégée par des lois de protection de la vie privée, peu importe dans la législation qu'on est. Donc, c'est très étrange. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Il semblerait que l'hypothèse, c'est que Facebook cherchera à trouver des façons ou des technologies de détection qui ont de la misère à maîtriser. Mais c'est un drôle de mouvement. Bref, ça va probablement continuer à alimenter cette espèce d'éléments étranges. Puis probablement que je le suive encore pendant quelques semaines, à moins que ça disparaisse littéralement du décor, comme dans certaines acquisitions. Tout peut disparaître du jour au lendemain. Faille critique dans Copilot Agent, dans l'affaire fait qu'on peut induire dans un fichier Excel des commandes, donc de faire fuiter de l'information. La même chose que dans le fait que VS Code va se faire mettre à jour régulièrement avec un mode autopilote qui autorise automatiquement les applications et les fonctions de sommarisation de courriel et Teams sont aussi vulnérables. Puis ces 3 grands blocs-là sont essentiellement ce que Simon Call. je bascule en anglais. Le trifecta létal, qui est essentiellement les 3 éléments qui causent des problèmes en intelligence artificielle. Puis à l'heure actuelle, Microsoft ne fait pas très attention à ceux-ci. Pourtant, il devrait être très au courant des problèmes qui sont associés à ce genre de choses-là. Je suis un peu fasciné que cette négligence, parce que cette apparence de négligence-là, parce que c'est de laisser des données non contrôlées rentrer, laisser des agents parler à l'extérieur, puis ne pas présumer que l'agent est facilement manipulable. C'est un peu des problèmes qui nous amènent dans ce contexte-là. Fait que je trouve ça très particulier. Fait que c'est encore toutes des affaires à moitié faites, pas bien pensées, clairement, qu'avec aucune compréhension de la profondeur de ce que ces technologies-là vont nous amener, vont changer dans la réalité, donc changer dans l'espace. Donc, c'est un peu particulier. On va en avoir d'autres. Là. On parle de Microsoft, mais Google aussi est un peu dans cet univers-là, un peu plus réservé, disons, enfin, beaucoup moins agressif que Microsoft. Et incidemment, s'expose un petit peu moins à ce genre de problème-là qu'on pourrait voir apparaître. Perplexity a sorti un ordinateur personnel qui, dans le fond, essentiellement laisse des agents fonctionner sur votre système. Encore une fois, c'est dans le même esprit du trifecta. Si on laisse des choses non contrôlées toucher à notre machine, nos informations vont finir par fuiter, il va tout effacer, des choses comme ça, parce qu'ils ne comprennent pas comme le fonctionnement. Et on s'expose à des attaques qui n'étaient pas possibles avant ou qui étaient très compliquées en ingénierie sociale de réussir à convaincre quelqu'un de faire ça. Mais maintenant, on a juste besoin de convaincre l'intelligence artificielle de le faire et c'est fait et on a l'information et on sort toutes les choses. Donc, c'est assez particulier de voir ça, comment s'articuler, à quel point on facilite le travail des malveillants et des criminels en ayant ces outils-là d'une façon aussi incontrôlée que ça dans nos environnements. Je suis complètement fasciné à quel point on joue avec le feu, puis ensuite on va s'étonner de se brûler. C'est très étonnant, mais j'utilise, mais pas de cette façon-là. Parce que justement, je prends bien conscience du trifecta létal et je fais attention pour pas que les choses se matérialisent et justement, je me mette à risque dans ça. Fait que c'est un peu dans ce contexte-là que je vous invite de regarder ça, de tester les fonctionnalités d'intelligence artificielle et d'agentique dans cette perspective-là. Article par Citizen Lab sur le fait que la ligne rouge de OpenAI semblerait de plus en plus floue. Ce qui s'est passé dans les dernières semaines, donc c'est une très belle analyse si vous voulez creuser davantage dans cette section-là. C'est un peu épeurant de voir à quel point ça s'en va, mais comme je mentionnais précédemment,
Le gouvernement américain va mettre beaucoup, beaucoup de poids, donc c'est inévitable que cette situation va arriver. Donc, il faut juste savoir comment on s'y prépare, cette surveillance de masse. Mais bref, c'est très dystopien comme réflexion, parce que je suis un peu mal à l'aise là-dedans. Démonstration d'une attaque d'empoisonnement d'un RAG. C'est très, très intéressant. L'article est très long. Il explique tout comment le chemin, comment réussir à polluer et comment réussir à intercepter et à bloquer à peu près 90% des attaques. Donc, c'est très intéressant de voir à quel point c'est facile à polluer et de savoir à quel point que si on met en place un système de cette nature-là dans notre organisation, de mettre les mesures en place pour c'est sûr de se protéger contre la pollution de ce système-là pour donner de mauvaises réponses. Puis notamment, une des façons de polluer, c'est s'assurer que ces résultats sortent en avance des documents légitimes, donc de supplanter les documents légitimes dans notre façon de les concevoir et d'éjecter l'information fausse à l'intérieur de ceci. Fait que c'est très intéressant. Pour ceux qui développent des systèmes comme ça, qui en mettent dans leurs organisations et qui sont capables d'être alimentés par des documents vivants. Il faut faire attention, mais en même temps, ça revient toujours au fait trifecta létal. Il faut faire très attention dans tous les cas que s'ils se réalimentent de façon non contrôlée, on va avoir des problèmes inévitablement. Nanoclaw s'associe avec le Docker Sandboxes. Oui et non, c'est intéressant parce que le fun d'OpenCloud, tout l'avantage d'OpenCloud, c'est de lui donner des accès. Si on enferme les accès dans des Docker, oui, fine, il ne sera pas capable d'en sortir, mais dans les faits, si on lui donne accès à notre compte de banque, si on lui donne accès aux fichiers parce que c'est utile, parce qu'on lui donne accès à notre compte Gmail, parce que c'est utile, qu'il soit dans un Docker, limite pas tant que ça les effets. Fait que c'est un peu, ça vient couper les gens, les capacités. Tant qu'à moi, la vraie solution n'est pas dans ce niveau-là. Parce que dans les faits, on devrait pouvoir rouler un agent comme ça sur n'importe quelle machine, mais s'il est dans son sandbox qui est là et s'il a les droits d'accès qui sont limités pour ce qu'il a besoin de faire, là, on est capable d'arriver à ce genre de choses-là, mais en même temps, comme c'est un peu dumb, c'est un peu nono comme fonctionnement pour le moment encore, comme il ne comprend pas, il exécute tout ce qu'on lui dit sans se poser de questions. Donc, tous les problèmes de prompt injection, notamment, sont tous sur le base qu'il croit tout ce qu'on lui dit et il va l'exécuter tel quel. C'est un peu comme ça qu'on est capable de jailbreaker un modèle. C'est aussi comme ça que les attaquants utilisent pour aller voler vos informations en faisant croire à l'agent qui lit le courriel ou qui ouvre le fichier Excel qu'il est autorisé à faire ce qui est marqué là et outrepasser les contrôles de sécurité qui sont associés à cette situation-là. Session sur la guerre, un peu moins toughée cette semaine-ci parce qu'il y a moins finalement. Je pensais que la guerre en Iran aurait des répercussions beaucoup plus grandes que ça. C'est heureux qu'il n'y en ait pas tant que ça en termes dans le monde cyber. Même malgré le Canada, dans le monde réel, c'est un peu moins joyeux ce qui se passe. Donc, mais c'est pas l'objectif. Je serai sur d'autres tribunes, des gens spécialisés dans ce genre de discours-là, d'analyser la situation. Mais bref, je trouve juste ça triste de voir ces pertes de vie-là pour des choses qui sont, je crois, pas tant bien appuyées que ça. Bref. Définition de qu'est-ce qu'une cyberguerre ou cyber warfare. Très intéressant d'aller voir l'article. Je ne reprendrai pas ce qui est dedans, mais ça a bien d'établir les bases sur la définition, sur les mots utilisés. Ça va éviter des dérives de langagère, donc d'utiliser des mauvais termes pour exprimer une situation qui est complexe. Donc, je vous invite à aller voir ça, parce que c'est intéressant. Je ne suis pas tombé en bas de ma chaise, connaissant un peu déjà les définitions, puis les utilisant dans d'autres contextes. Donc, c'est pas mal correspondant à ce que je suis habitué de faire normalement dans certains contextes. Donc ça, mais pour ceux qui sont un peu moins familiers avec cet univers-là, c'est très intéressant de voir toutes ces définitions, toutes les nuances qui vont avec ça et comment on peut voir cet univers-là à travers ça. Puis là, l'article suivant, c'est essentiellement le fait que la guerre en Iran est la première vraie guerre dite numérique. Donc, on est à la première fois que les États-Unis vont se battre de façon réelle. Ils le font, ils le disent, ils s'en cachent même pas. Ils utilisent même le AI en certaines occurrences pour les aider. Là, à savoir qu'est-ce que ça fait réellement l'AI, ça reste à savoir. C'est de l'information qui est classifiée. Fait que probablement qu'on ne le saura que très, très, très tard dans la chose. Mais bref, c'est utilisé. Donc, on est dans un contexte comme ça. Et l'Iran, de l'autre côté, le fait également énormément pour s'attaquer aux infrastructures occidentales. On a reçu des alertes. J'avais mentionné que c'est pas toujours certain. Il y en a qui disent que les signaux sont très faibles, donc il ne faut pas s'en faire, mais en même temps, il y a
tout le fait que les cybercriminels iraniens sont très actifs. Ils sont encore très actifs. Ils l'étaient avant, ils le sont encore. Donc, c'est une stratégie qui est la stratégie de l'Iran. D'utiliser un peu comme la Chine et la Corée du Nord d'ailleurs, fait que c'est pas très étonnant. Et il va sans dire que les pays occidentaux aussi, on a des forces de frappe de cette nature-là. Donc, tout l'intérêt de les voir la définition de l'article précédent pour voir comment ça se passe et qu'effectivement, on est actif là. Mais comme on est receveur de ces pays-là, incluant ça, ben là, on est un peu plus achalé de eux, ce qu'ils font. Puis là, c'est vraiment clair. Ça se fait au grand jour. Et d'ailleurs, il y a Stryker qui a été touché par ça, qui est un fabricant d'appareils médicaux américains. Donc, ça en est un. Il y en a d'autres qui ont été touchés qui sont moins publicisés, mais c'est un exemple de ce qui est en train de s'exécuter. Donc, l'Iran mène une guerre asymétrique. Ça va être dans le monde cyber intéressant, ou en tout cas, bref, d'être vigilant par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que ça va toucher beaucoup d'autres organismes à portée déstabilisante pour une société. Celle-là, c'est pas si pire, mais il y en a potentiellement d'autres qui pourraient être beaucoup plus problématiques. Donc, de bien surveiller vos infrastructures et de bien protéger vos choses. Dernier article de cette section-là, la Russie est en train de se débrancher d'Internet. Ce n'est pas sans rappeler la super présentation de Frank Desolt qu'il avait faite notamment au Secure, mais pas exclusivement. Il l'avait fait sur d'autres forums, mais il l'avait fait au Secure. Elle était très, très chouette. Je l'avais déjà mis dans les show notes, fait que je ne le remettrai pas cette fois-ci, mais allez voir dans les vidéos du Secure. Elle est là, elle est très intéressante. Puis elle est très recherchée là, à comment Frank fait, comme seul Frank sait faire. Et donc, d'amener ça, cet élément-là, mais essentiellement, l'article mentionne que la Russie a un effort très grand de se débrancher d'Internet. Par ailleurs, il y a des forces internes qui critiquent ça, puisque, comme tous les pays, la Russie est très dépendante de services qui sont appuyés sur Internet et qui n'est pas nécessairement à ses frontières. Donc, notamment, Telegram est un volet très important de la coordination de la guerre de l'armée en Russie. Et le fait de l'avoir coupé crée des problèmes de coordination au niveau militaire. Donc, ça se réfléchir, est-ce que les remplacements, est-ce qu'on va nationaliser? On parlait de l'IA nationaliser, est-ce qu'on va nationaliser certains volets d'Internet ou certains services qui sont sur Internet? Donc, c'est à réfléchir. Perso, je suis plus un cas d'un type d'environnement fédéré à la Mastodon, par exemple, ou au RSS, qui avait un très bel article d'ailleurs la semaine passée que je n'ai pas mis, mais qui fait partie qui est tombé dans mes filets. Justement, c'est la solution pour se prémunir contre ça, fait que de voir comment on s'en va. Tant qu'à moi, on est mis dans un environnement décentralisé, comme c'était l'Internet avant les géants américains qu'on a maintenant. Donc, peut-être que ces pays-là vont être porteurs de cette décentralisation-là, mais ça m'étonnerait parce que c'est des pays qui veulent avoir beaucoup de contrôle. Donc, la décentralisation n'est pas très au goût du jour pour ces pays-là. Puis, on va le voir plus tard. Il y a une nouvelle spécifiquement là-dessus, parce que, qui est, à mon sens, très comique, mais bon, qu'est-ce que c'est? Souveraineté, il y a juste une nouvelle cette semaine. C'est essentiellement le fait que Meta va recharger aux publicitaires européens une taxe digitale, une taxe numérique. Ce n'est pas sans rappeler le fait que le Canada voulait appliquer une taxe similaire au Canada. On l'a abandonné finalement. Et dans les faits, c'est que cette taxe est refilée aux publicitaires. Fait que c'est pas Meta qui paye dans aucun cas. Donc, ces stratégies-là sont particulière, je ne sais pas, puis je me demande si les législateurs comprennent l'effet réel que ces grandes plateformes-là ne payent jamais le vrai prix, qu'ils rebalancent le prix ailleurs. Donc, c'est toujours le consommateur final, donc dans ce cas-ci, les compagnies de publicité ou qui font les publicités, qui en payent le prix. Donc, les publicités des compagnies européennes leur coûtent plus cher que c'était d'autres compagnies ou sur d'autres territoires. Donc, c'est très particulier. Je ne sais pas comment aborder ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'y pencher parce qu'il n'y a pas un effet très intéressant là-dedans réellement pour le gouvernement de le taxer. Et dans le fond, il taxe ses propres compagnies en voulant aller chercher de l'argent chez Meta. Donc, il y a peut-être d'autres stratégies. On revient sur les événements fédérés, les réseaux fédérés, ainsi de suite de communication. C'est peut-être d'autres stratégies à prendre. Il y a peut-être des stratégies plus profondes. Mais bref, je trouve que ça ne fonctionne pas. Puis malgré qu'au Canada, on a déchiré notre chemise quand Carney a coupé cette taxe-là, dans le fait réel, c'était les compagnies qui payaient ce frais-là et c'était pas Meta qui le payait. Donc,
si on veut taxer, taxons directement les compagnies qui font de la publicité, puis ça sera tel que tel. Parce que Meta n'est qu'une plateforme de transition entre les deux. Bref, c'est une analyse en profondeur, puis toujours vérifier les conséquences inattendues et réfléchir en système, un peu ce que j'en parle à mes étudiants. La réflexion en système est très importante parce que ça nous permet de voir plus loin que l'effet direct qu'on veut rechercher ou des éléments comme ça. Puis il y en a plusieurs dans les nouvelles cette semaine d'effets indirects que je trouve donc contraires à l'objectif initial de la manœuvre. Section suivante, privacy. Et là, je reviens sur le chat control, essentiellement au niveau du gouvernement, du Parlement européen. Très intéressant. Puis là, les deux éléments que je mets, c'est de Patrick Breyer, allemand, je crois, qui critique et qui met en lumière le fait que cette loi-là est sponsorisée par des organismes qui sont généralement en dehors de l'Union européenne, donc qui ont des intérêts à aller farfouiller dans les informations qui vont être rendues disponibles quand que cette loi-là va passer. Et il fait état qu'en Allemagne, ces règles-là, pornographie juvénile, probablement, ou des images de cette nature-là, amènent le fait le fait de rapporter des cas beaucoup à la police, surcharge la police pour des cas que c'est des jeunes entre eux autres qui sont techniquement autorisés à s'échanger ce type d'images-là, sont incertifiées, donc il y a un rapport qui est fait. Et ça n'arrive pas à l'objectif essentiellement de vouloir lutter contre la pornographie juvénile. Ce qui est l'objectif, il faut toujours garder ça de vue. Et que si ce moyen-là n'est pas apte, il faudra trouver un moyen efficace et explorer des moyens efficaces pour limiter ça, parce que c'est pas cet aspect-là des choses qui va régler excusez, le problème qui est recherché, ça va être d'autres éléments. Et dans le contrôle, je ne sais pas à quel point le contrôle, bref, il y a comme une incompréhension. Et je pense que l'objectif n'est jamais atteint. On le voit. En tout cas, bref, je suis allé beaucoup sur le fait que l'Union européenne est très bon pour vouloir défendre des choses, mais finalement, quand on arrive dans les cas réels, ça n'a pas fonctionné. Malgré tout, ils ont commencé à poser des gestes. Je n'ai pas entendu depuis, fait je ne sais pas s'il y a eu des conséquences, mais bref, d'arriver à mettre des lois qui atteignent aux vrais objectifs, qui ne viennent pas juste envahir la vie privée des gens pour envahir la vie privée des gens. Donc, allez voir. Puis, je ne connais pas le positionnement de cette personne-là sur l'échiquier politique européen. Donc, au-delà de ça, j'ai juste trouvé intéressant qu'ils mettent en lumière ça et en espérant que les informations qu'ils relatent sont exactes. Mais il reste quand même que je suis préoccupé par ces contrôles-là absurdes et qui détournent le fait de la loi sur des usages qui ne mènent pas à l'objectif voulu. Les données d'entraînement, cela j'ai trouvé intéressantes parce que c'est les lunettes de Meta, j'en avais parlé dans les semaines précédentes. Essentiellement, les lunettes de Meta servent à capturer des informations pour entraîner ces modèles. Donc, ces modèles de reconnaissance visuelle sont entraînés à travers ces lunettes-là. Donc, on donne, et donc c'est une invasion à la vie privée parce que, comme je mentionnais la semaine dernière, ça filme tout le temps, ça filme des éléments privés, ça le filme quand vous êtes tout nu, ça le filme quand vous êtes aux toilettes. Donc, toutes ces informations sont capturées et conservées dans les serveurs de Meta et servent à entraîner les modèles pour reconnaître des choses, pour reconnaître des choses. Bref, c'est un peu bizarre. La police de Scotland a été mise à l'amende par l'organisme de vie privée du pays pour avoir une mauvaise manipulation des informations. Puis là, je trouve ça intéressant. C'est la première fois que je reviens ça, puis dans les dernières fois, j'en parlais, qu'un organisme public mette à l'amende un autre organisme public, c'est juste un transfert d'argent entre la poche gauche et la poche droite. Donc, ça ne change pas grand-chose et ça n'a pas l'effet dissuasif pour les organismes publics entre eux d'agir correctement. Il faudrait tenir responsable des gens, un peu comme on a vu avec le scandale Enron aux États-Unis, où le changement législatif a tenu criminellement responsable les hauts dirigeants de manipulation comptable. Donc, dans un cas comme celui-là, il faudrait arriver avec des règles pénales avec des gens dans l'organisation. Pas l'organisation, parce qu'on n'arrivera à rien. Surtout dans des organisations publiques où, dans le fond, quand l'argent n'est pas de la vraie argent, qu'on fait juste échanger ça entre nous autres, ben, l'effet de vouloir modifier les comportements n'est pas atteint. Puis ne sera pas atteint. On le voit, le RGPD, en tout cas, de mon point de vue. Mais mes vis-à-vis français ne partagent pas mon point de vue, mais je trouve que l'effet du RGPD n'est pas à la hauteur de ce que la loi aurait pu faire et la quantité de fuites de données qu'on connaît en Europe et en est un exemple de cette lacune-là.
Parce qu'en tout cas, à moins qu'on me dise que c'était pas ça l'objectif du RGPD, ce qui est possible, mais je trouve ça un peu désolant de voir que ces lois-là ratent l'objectif qui est associé. Et finalement, les gens s'en foutent un peu, puis haussent les épaules, puis rechargent la facture au consommateur ensuite euh, pour la pénalité potentielle ou bref, ce qui rime avec. Donc, le fait de faire charger l'argent ne vient pas nuire réellement aux activités des entreprises, donc de changer les comportements associés à ce type de choses-là. Par ailleurs, pour ce que j'ai de mon expérience au Québec, même si c'est pas parfait, même si les gens n'ont pas nécessairement peur de l'organe de contrôle qu'on a ici, il y a quand même une bonne volonté de vouloir respecter les règles et les déploiements qui sont faits. Bref, sans connaître la chose, je pense que c'est ça aussi qui a dû avoir lieu en France et en Europe. Mais le résultat n'est pas perceptible de ce qu'on voit de ce côté-ci de l'Atlantique. Bref, je pense qu'on devrait tenir pénalement responsable ou avoir des pénalités qui sont autres que monétaires sur des individus qui sont pris en charge. Dans ce cas-ci, si le DPO était criminellement ou pénalement responsable, je ne suis pas sûr que les choses seraient de la même façon qu'on le verrait là, mais ça viendrait peut-être ralentir d'autres choses. Il y a toujours des effets inattendus. Bref, un article sur le fait que plusieurs États ou pays sont en train de mettre des lois, notamment beaucoup aux États-Unis, puis dans ce cas-ci, cet article-là fait référence en Californie notamment, qui veulent appliquer sur Linux des vérifications et des contrôles, puisque c'est un système par sa nature qui est très libre, qui ne contrôle pas tant que ça les éléments. Donc, il faudrait avoir un permis pour faire fonctionner un Linux ou un BSD en Californie. C'est très particulier. C'est un regard, puis j'ai vu beaucoup d'articles ces temps-ci sur ce sujet-là, puis c'est pour la première fois que j'aborde le sujet aussi, à savoir à quel point l'État s'ingère dans la décision des parents de protéger ses enfants d'être confrontés à des sites qu'on ne voudrait pas, que ce soit la violence, la pornographie, le jeu, l'alcool, les drogues, peu importe ce que vous ne voulez pas. Je trouve que quand l'État s'ingère là-dedans, ça va trop loin. On devrait trouver d'autres façons. On devrait peut-être amener des campagnes de sensibilisation, d'aller sur du coercitif comme ça. Encore une fois, c'est un drôle d'usage des lois pour avoir des objectifs qui sont étranges et dans les faits, on n'aura pas les résultats qui sont mentionnés à travers ces choses-là. Donc, c'est très particulier. J'ai hâte qu'il y ait peut-être une approche législative qui soit plus adaptée aux technologies qu'on a entre les mains et qui va nous amener et qui va responsabiliser aussi les parents jusqu'à un certain point de dire, regardez, là, vous ne voulez pas que les enfants fassent n'importe quoi sur Internet, ben surveillez les choses. J'ai eu des épisodes que j'ai enregistrés notamment avec Vicky Desjardins, par exemple, où on en parlait justement quand l'ordinateur était dans le salon, à la vue de tout le monde. Les actions qui étaient posées étaient d'une autre nature, donc on avait une peur et donc on ne le faisait pas, on n'explorait pas trop loin. Mais c'est le propre des enfants d'explorer. Fait que bref, il faut trouver quelque chose. C'est comme si on avait oublié qu'on est des humains. C'est comme si on avait oublié beaucoup de choses. Mais, fait que ça, je ne sais pas quoi faire. Je vais finir par arrêter de chialer parce que. Mais en même temps, ça m'achale énormément cette situation-là parce qu'on ne vient pas résoudre le vrai problème. On en crée un autre à la place. Donc, on est dans une drôle de situation. Meta ferme les conversations Instagram à chiffrer bout en bout parce que semblerait qu'il y a pas assez d'utilisateurs qui l'utilisent. Les groupes de protection d'enfants félicitent la situation. Les législateurs aussi. Dans les faits, je ne sais pas comment on peut voir ça. Pour moi, le chiffrage bout en bout est un élément essentiel dans la plupart des communications qu'on a. Il y a débat, puis j'ai pas de données, fait que je suis pas capable de parler de façon cohérente. Mais de mon point de vue, le problème n'est pas endémique, donc ne nécessite pas des interventions comme ça. Et j'ai également, puis ça, c'est le confinement, puis j'en ai reparlé d'ailleurs le week-end dernier avec des personnes, puis je trouvais ça intéressant. Le fait que le confinement a exposé le fait que beaucoup d'enfants sont pris dans des situations complexes dans leur demeure, dans des situations de violence physique ou verbale. Donc, ça l'a amplifié un problème comme ça. Et s'ils n'ont pas de capacité à communiquer de façon sécuritaire,
par les moyens qui leur sont usuels. Instagram est un moyen qui est usuel pour les enfants et les adolescents. On se retrouve dans une situation beaucoup plus complexe. On met en danger également des enfants et des adolescents. Fait que je ne sais pas comment, j'ai pas de chiffres. Fait que je suis pas capable de quantifier, je ne suis pas capable de rien mettre, mais tout ça rend perplexe. J'aimerais savoir que quelqu'un me partage des statistiques, des chiffres, des données qui permettent de voir que ça a un bienfait de faire ça ou sinon, ça n'a effectivement pas un bienfait, c'est toxique. Donc, bref, de plus quantifier que des décisions comme ça un peu étranges qui me semblent inappropriées parce que celle-là suit le fait de TikTok, là, mais dans les faits aussi, il faut savoir que ces compagnies sont intéressées à avoir le contenu de nos conversations. Donc, c'est peut-être aussi un objectif commercial qui finalement découvre que ça nuisait à leur capacité de lire dans nos conversations. C'est peut-être juste ça aussi, là, dans ce cas-ci, c'est peut-être juste un aspect commercial qui amène cette décision. Bref, dans tous les cas, c'est une situation qui me rend inconfortable parce que, je ne comprends pas, je ne vois pas peut-être les vrais tenants aboutissants de tout ça, puis l'information qui est disponible sur Internet, en tout cas, qui m'est disponible, parce que j'ai rien de concluant. Je me parlerai avec mes amis en criminaux qui pourront m'en parler davantage de ces choses-là, puis j'aurai peut-être un discours un peu plus nuancé la prochaine fois. Section Red, seulement 100 comptes sont en arrière des théories de conspiration au Canada. C'est très intéressant de voir les stratégies d'amplification, comment ça fonctionne, puis à quel point c'est plus difficile, disons, de faire lever les conspirations au Canada que, par exemple, aux États-Unis, puisque ça fonctionne d'une autre façon. Les informations ne sont pas reliées de la même façon. Mais l'article est très intéressant parce qu'il montre des choses. Il y a des sujets qui sont plus sensibles à la répétition et tout ce que ça comporte. Donc, de voir comment tout ça a un effet au Canada et que c'est intéressant de voir qu'on a jusqu'à présent une certaine résistance par rapport à ça. Article qui date quand même de 2022 sur l'astroturfing et la désinformation. C'est un très gros article de recherche, c'est ça les effets pervers de la désinformation qui amène l'astroturfing et donc toutes les conséquences que ça peut avoir sur la dissémination de l'information. C'est encore des problèmes qui sont malheureusement très, très envahissants et qui me froissent beaucoup parce que c'est de plus en plus difficile de trouver de l'information crédible et de savoir pour alimenter ma réflexion correctement. Doge des employés de Doge auraient volé des données de santé social security aux États-Unis. C'est un contexte en tout cas particulier parce que là, d'avoir mis des gens du privé dans des données publiques, c'est des informations très, très pertinentes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Europe, il y a beaucoup, aux États-Unis aussi, il y a beaucoup de vols de données par des pirates dans ces organisations-là. Et le fait qu'on se retrouve avec des jeunes adultes avec pas trop de background et de profondeur, de toucher à ça, vol des informations détruites. Donc, ça, c'en est un exemple. Et il y en a qui contestent cette nouvelle-là. C'est possible aussi. J'ai pas d'informations, mais c'est plus pour le fait de mentionner que le service public offert notamment dans ce cas-ci par cet organisme-là, mais comme on est partout dans le monde, tous ces organismes publics dans des démocraties légitimes doivent protéger l'information dans laquelle ils manipulent. Ils ne doivent pas laisser n'importe qui toucher et des clowns comme ça ne devrait pas arriver parce que c'est des données qui sont très sensibles et qui viennent quand même avoir un impact très important sur les vies d'une grande partie de la population. Donc, bref, on devrait être plus sérieux dans la manipulation de ça. Puis je trouve que ça a été complètement cowboy ce qui a été fait aux États-Unis. Dans les faits, je suis content de ne pas être américain parce que mes données auraient été pillées par des tech bros. Donc, ça aurait été... bref. Anyway. Semblerait qu'un hacker étranger aurait volé ou en tout cas accédé aux fichiers Epstein dans le réseau du FBI. L'article est assez flou. Ça est basé sur des divulgations du Department of Justice aux États-Unis qui eux-mêmes sont très flous. Fait qu'ils ne savent pas s'ils ont été accusés, s'ils ont récupéré les quantités d'informations. Mais c'est quand même très préoccupant de savoir que c'est aussi facile que ça de rentrer dans les serveurs du FBI et que tous les fichiers d'Epstein ont été accédés comme ça. Et peut-être que c'est de cette façon-là que les fichiers vont devenir publics à un moment donné ou sont peut-être déjà dans le dark web et on ne le sait même pas. Donc, c'est très, 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 très perplexant. L'article, tu sais, c'est un peu bizarre parce que c'est pas tout à fait ça qui est intéressant, mais en tout cas, bref, il dit que les attaques sur Google sont pas maintenant à partir de bugs. L'article revient essentiellement sur le fait que le paradigme a changé avec l'intelligence artificielle,
qui, dans les dernières années, c'était l'identité qu'on devait protéger parce que c'est ça qui était attaqué, qui était récupéré, qui était utilisé pour monter les attaques, faire les vols, faire les escroqueries. Maintenant, on retourne à ce que c'était avant. C'est la façon des remote code execution, du hacking plus old school pour moi, là, qui était plus de façon classique. Et c'est essentiellement l'intelligence artificielle qui ramène cette capacité-là, donc qui vient frapper sur les portes du code et vient de découvrir les vulnérabilités. Fait qu'on a une capacité à frapper très forte sur les programmes et de trouver des vulnérabilités qui n'étaient pas encore trouvées et donc d'attaquer les systèmes comme ça. Fait que ça ramène le paradigme comme c'était avant. Donc, le fait de corriger très rapidement est d'autant plus pertinent parce que c'est très dangereux parce que là, on a de moins en moins d'espace entre la découverte et l'exploitation. C'est déjà que ça avait rapetissé beaucoup. Et maintenant, les découvertes se font à une vitesse grand V de par l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, on retourne sur l'ancien paradigme de devoir patcher quasiment une fois par semaine la plupart de nos systèmes. Fait que ça va changer un peu les paradigmes qui s'en viennent devant nous et comment on va adresser la sécurité. Je le mentionnais plus en début de l'épisode qu'on va devoir changer les paradigmes. L'intelligence artificielle nous amène à un changement de paradigme très important. Il faudrait saisir l'occasion avant qu'il soit un peu trop tard de ce côté-là. Petite parenthèse justement sur les cyberattaquants. On ne se préoccupe pas des organismes de bienfaisance. C'est un rappel que même si c'est une OBNL, NGO, peu importe ce que vous êtes comme organisme de bienfaisance, il est maintenant très probable que vous vous fassiez attaquer comme n'importe qui d'autre. Donc, de prendre les mesures nécessaires. Je sais, notamment au Québec, il y a des firmes de consultants de petite taille qui se spécialisent dans les OBNL notamment. Donc, allez consulter ces firmes-là qui vont vous accompagner. Il y a toujours des bons samaritains qui peuvent vous aider aussi. Mais protégez vos informations parce que vous allez devenir des cibles comme les autres parce que partout où il y a de l'argent, les méchants sont là pour aller le récupérer. Et plus qu'on va tomber dans un contexte de récession, plus la probabilité que ces attaques-là vont s'amplifier parce qu'ils ont faim, comme tout le monde. Va augmenter le niveau d'attaque. Fait que prenez le temps, consultez autour de vous si vous pouvez trouver de l'aide pour vous aider à sécuriser vos systèmes, même si vous êtes un organisme de bienfaisance. C'est pas une raison pour ne pas mettre le temps nécessaire pour vous protéger. Section bleue, Intel fait la démonstration d'un processeur qui est capable de traiter de la donnée encryptée. C'est très intéressant parce qu'on va être capable de traiter de façon protégée. Les données, c'est dans un univers où on s'en va. Google a beaucoup de secure compute, des éléments comme ça. Donc, c'est très à la mode avec la souveraineté, cette capacité-là, donc de délocaliser le traitement sans pourtant exposer les données. Fait que c'est très positif de voir une compagnie Intel d'arriver avec ce type de capacité-là et que ça soit déployé massivement parce que c'est vraiment là où on s'en va. Microsoft va bloquer Microsoft Authenticator sur les appareils qui sont jailbreakés parce qu'à l'heure actuelle, c'est déjà en action sur Android et ça va l'être sur iOS. Et il va effacer le contenu de tout de son application. Je trouve que ça leur a pris du temps avant d'arriver à déployer ça parce que même en 2020, quand j'avais déployé des tenants, on faisait la détection de jailbreak à ce moment-là et on bloquait le fonctionnement des applications de M365 à cette époque-là. Fait que là, je ne comprends pas pourquoi Microsoft a pris autant de temps que ça avant de prendre la décision de dire non, vous n'êtes pas supposé bla. Puis on le barre. Puis dans un contexte aussi des codes utilisateurs pour des comptes d'entreprise. On ne parle pas des comptes personnels. Là. C'est pas ce genre de choses-là, mais il n'y a pas de raison légitime pour qu'une entreprise permette à des employés d'accéder à leur système infonuagique à partir d'appareils jailbreakés. C'est comme une situation. C'est toujours des choses, puis ça, Microsoft n'est pas toujours nécessairement rapide. Tant qu'à moi, ça aurait dû être fait un bail, comme il y a d'autres éléments, d'autres nouvelles que j'ai pas retenues, mais aussi qui auraient dû être déployés depuis un bail, qui sont pourtant il me semble, des éléments de base ou des éléments d'hygiène de base qui auraient dû être déployés bien avant. Mais bon, bref, c'est déployé. Sachez que si vous avez un téléphone jailbreaké, ça va se terminer là. Puis j'en ai rencontré pendant le confinement qui n'étaient pas contents qu'on les bloque, les téléphones jailbreakés. Puis je disais, si t'es pas content, plains-toi à ton patron parce que tu mènes un problème de sécurité.
Puis c'était pas mal resté à ce stade-là. Fait que les gens chialent, mais dans le réel, la capacité, ça a rarement des conséquences plus loin. Sinon, WireGuard, cet article explique comment ça fonctionne parce que c'est une façon de sécuriser le contenu très intéressant. Les anti-cheats de kernel, c'est aussi très intéressant parce que ça protège les jeux, mais cet article-là est très, 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 très en profondeur. Si vous êtes intéressé par toutes les techniques d'anti-debug, et ainsi de suite, ils ont tout abordé. Fait qu'eux ont travaillé très fort, comme l'ont fait beaucoup d'autres. Finalement, dans la section du verre, Freenet a leur petite façon de communiquer sans réseau cellulaire en marge. Très intéressant pour un univers où on change un peu la façon d'aborder les communications de technologie, les grands centres et contrôles. Bref, ça fait le tour des nouvelles pour cette semaine. Je vais essayer d'être plus rapide pour la semaine prochaine. Je ne pas garanti, mais j'espère pouvoir sortir lundi matin. À la semaine prochaine.